Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à nouveau à Aminette pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de revenir devant des étudiants puisque j'ai commencé mon parcours dans le logiciel libre. Bon, un tout petit peu avant quand j'étais encore en fin de collège, début lycée, mais ma véritable implication dans le logiciel libre, ça vient de Rézel à Brest et par extension un petit peu de Fédérez, etc. Donc ça me fait plaisir de venir vous raconter un petit peu ce que j'ai fait depuis ces quelques années. Je vais vous présenter le développement et la maintenance de Debian en trois parties. Déjà, je vais expliquer un petit peu ce qu'est Debian, parce que c'est peut-être un nom que vous avez pu croiser parmi les geeks ou les profs qui ont pu vous intéresser à ces problématiques de logiciel libre. Je vais définir un petit peu aussi ce qu'est le logiciel libre pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Je vais ensuite vous expliquer par qui et surtout comment est fabriqué, maintenu, développé Debian. Et dans une troisième partie, je vais vous expliquer comment vous, là, assis dans cette salle, ou coucou sur Internet, vous pouvez contribuer à cet effort qui est absolument merveilleux en termes d'enseignement. Donc, je vais commencer par une présentation de Debian, avec une présentation du logiciel libre en général, en une diapo. Le but du jeu, c'est vous présenter un petit peu les enjeux de ce qui est connu maintenant sous le terme de bien commun. C'est très à la mode, c'est très... on va coproduire des choses ensemble, etc. Une autre façon de voir les choses, c'est s'éviter de réinventer la roue en permanence, de garder son code pour soi. Et comment on va faire en sorte de collaborer? On va permettre aux utilisateurs de logiciels, de programmes, de systèmes d'exploitation d'accéder au code source de leur programme, comprendre comment ils ont été architecturés, comment ils sont codés, mais aussi leur laisser la possibilité de modifier le code pour remplir un besoin différent, pour corriger un bug, pour tenir compte d'un cas d'utilisation qui n'avait pas du tout été prévu par les auteurs initiaux du projet. Mais bien évidemment, modifier en local, c'est bien. Garder ces modifications pour soi, c'est pas forcément très sympathique. Donc on va pouvoir aussi redistribuer ces modifications, ces corrections, ces nouveaux développements. Vous avez pu entendre parler de plein de logiciels donc qui sont des logiciels libres. Le projet Apache, c'est le serveur web de référence que vous avez retrouvé, si je me souviens bien, dans 75% des sites web qui sont classés dans les 100 plus gros sites au niveau trafic. Vous avez bien évidemment le navigateur Firefox, mais aussi son compagnon qui est le lecteur de mail Thunderbird. Tout ça issu de la fondation Mozilla, mais aussi LibreOffice, précédemment OpenOffice, qui est une suite bureautique qui va vous permettre d'éditer des documents de type texte, tableur, etc., comme vous le feriez avec les produits de la suite Microsoft Office, mais de manière interopérable et bien évidemment sans coût de licence, sans toutes les contraintes qui viennent avec les systèmes Microsoft. On pourrait dire, c'est à la mode ces derniers temps, ça a connu un grand boom à partir des années, on va dire, environ 2010. Quelques années avant, c'était encore, ouais, c'est les geeks barbus, un peu communistes qui font des trucs dans leur coin. Mais il faut savoir que ça remonte à très très longtemps. On a commencé dans les années 80 à se dire, ce serait bien de mettre en commun nos efforts de développement et pas répéter toujours les mêmes erreurs et travailler ensemble. Que sont devenus les logiciels libres? Étant donné que ce sont des logiciels accessibles, que ce soit en termes d'utilisation, de code source, etc., ça permet de les utiliser, les réutiliser dans des composants éventuellement critiques. Là, c'est le grand boom des voitures connectées, des aides au pilotage, etc. Dedans, ce sont des noyaux Linux, ce sont des bibliothèques logicielles libres qui sont utilisées. Bien évidemment, il y a un savoir-faire spécifique éventuellement lié aux constructeurs ou à des alliances de constructeurs, mais la base, le noyau principal, comme Gaël l'expliquait à l'instant, le système d'exploitation qui va faire en sorte que c'est sûr, sécurisé, rapide, etc., ce sont souvent des fondations de logiciels libres qu'on va retrouver dans énormément de services, qu'on va retrouver dans les produits de Facebook, de Google, etc. Et eux-mêmes contribuent sous la forme de logiciels libres pour tout un tas de bibliothèques que tout un chacun va pouvoir utiliser dans sa société, dans son association, pour son petit logiciel de compta de suivi d'associations d'étudiants qui font du réseau, etc. Et le point vraiment important,
Et pour ceux qui ont eu l'occasion de déjà peut-être faire quelques stages en entreprise, vous avez peut-être pu déjà voir cette différence. C'est le modèle de développement ouvert. On n'est pas propriétaire du code source qu'on planque dans un coin, dans un Git ou un SVN, dans les locaux d'une société et qu'on ne publie pas. Là, on va avoir un modèle où on publie le code source, mais on essaye souvent d'avoir un suivi ouvert des bugs, des problèmes, des demandes d'amélioration, des patchs qui ont pu être fournis. On a souvent des infrastructures qui permettent de discuter justement des problèmes, des évolutions qu'on va apporter éventuellement un petit peu de manière à avoir une vision un petit peu long terme, etc. Donc avec des listes de diffusion, des canaux IRC, et plus récemment des choses un petit peu plus jolies comme du Matrix et autre chose. Mais on publie aussi des versions de test, ce qu'on appelle les versions alpha, bêta, les release candidates, etc., pour permettre justement aux utilisateurs d'être impliqués avant la sortie d'un logiciel pour voir un petit peu ce qui fonctionne, d'éventuels points bloquants que les développeurs n'auraient pas vus, des régressions par rapport à la version d'avant, des choses qui marchaient avant qui d'un seul coup se mettent à plus marcher ou à marcher différemment. Donc voilà un petit peu les idées derrière le logiciel libre, c'est travailler ensemble sur du logiciel, mais éventuellement aussi de la partie graphique, des données, du son, des vidéos, etc., avec un modèle ouvert qui favorise le partage, la réutilisation, l'appropriation par tout un chacun. Bon, ça c'est bien gentil, mais c'était le logiciel libre. Qu'est-ce que c'est Debian là-dedans? Debian, c'est une fusion un petit peu de deux choses. D'une part, d'un projet technique, où le but du jeu, c'est construire une distribution. Donc, je vous explique dans un instant ce que c'est exactement. Et d'avoir un impact réel sur le monde. Notre distribution est utilisée, on le reverra un petit peu plus tard, dans plein d'autres projets, comme étant la base. Et c'est des choses que vous allez pouvoir déployer en entreprise, dans des collectivités territoriales, chez des individus, en université, etc., qu'on va pouvoir employer dans plein d'environnements différents. Le slogan de Debian, c'est le système d'exploitation universel, au sens où on a envie que ça tourne sur un maximum de systèmes. On parlait avec Gaël tout à l'heure un petit peu de systèmes différents, avec des architectures, des matériels qui évoluent. Mais il faut aussi que tout un chacun puisse l'utiliser. On a notamment, par exemple, une composante assez importante sur des efforts d'accessibilité pour que notre système soit utilisable par des personnes ayant des problèmes de vision, que ce soit une vision un peu floue ou avec un gros besoin de zoom, ou des personnes qui sont complètement aveugles. Mais on a plein d'autres critères comme ça sur... On a envie que ce soit utilisable par le plus grand nombre au sens large. Mais c'est aussi un projet philosophique / politique où on va justement mettre en avant et défendre le logiciel libre tout en ayant un impact sur des utilisateurs qui vont récupérer toutes les garanties qu'on mentionnait à l'instant, à savoir le fait de pouvoir utiliser, de pouvoir réutiliser, modifier, à leur tour distribuer leur version modifiée. Bon, et comme vous le voyez avec quelques photos prises pendant des conférences Debian, c'est pas des gens qui sont assis derrière un ordinateur chez eux en permanence. On se rencontre, on parle et bon, il y a des soirs où on refait un petit peu le monde aussi. Au niveau justement de l'aspect social, on a des milliers de contributeurs qui sont bénévoles. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la partie est-ce qu'on peut être payé, est-ce que c'est incompatible ou pas, etc. Mais globalement, ce qui est important, c'est l'échelle. On n'est pas quelques gus dans un garage, comme on peut dire quelques politiques il y a quelques années. On est vraiment des milliers. On travaille bénévolement par défaut et on se retrouve tout autour du monde. On n'est pas juste... confiné à un pays particulier. Et c'est aussi en ce sens qu'on a un système d'exploitation universel. On va aller récupérer des compétences un petit peu partout dans le monde. Debian, au cœur de l'écosystème du logiciel libre, qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais tout à l'heure des années 80, où on a commencé à avoir des envies philosophiques de on veut que le logiciel, l'utilisateur puisse se l'approprier, avoir un certain nombre de droits, de garanties qui vont avec. Le problème, c'est que quand le projet GNU de la Free Software Foundation est né, il manquait un truc un tout petit peu important, c'est la partie noyau, le cœur de notre système d'exploitation, comme expliquait Gaël à l'instant. Et du coup, il a fallu attendre un petit peu, donc le début des années 90, pour avoir le noyau Linux qui soit publié. Alors au départ, c'était un projet sans prétention,
Là, pour le coup, vraiment un gus dans un garage qui s'amuse, qui veut faire marcher un ordinateur qu'il vient d'acheter, et qui publie le code de son noyau. Et petit à petit, il y a eu des gens qui se sont intéressés, qui ont ajouté des patchs et le support de tel matériel, etc. Et c'est devenu un succès énorme, que ce soit d'un point de vue contribution ou d'un point de vue économique, avec donc, comme on évoquait à l'instant, des millions de lignes de code dans ce noyau, et ce noyau qui devient vraiment présent partout, que ce soit dans vos téléphones au travers d'Android, je parlais des voitures, mais dans plein d'équipements dans les hôpitaux, dans les facs, etc. Une fois qu'on a donc des logiciels qui ont été portés au travers du projet GNU par la Free Software Foundation et notre noyau Linux, mais en fait, la problématique, c'est comment on fait en sorte pour mettre nos logiciels, les faire tourner sur le noyau en question. Et c'est donc en 1993 que le concept de distribution a commencé à éclore avec Slackware, Debian, Red Hat, etc. Où le but du jeu de contributeur du logiciel libre, avec plutôt un profil ingénieur, on va essayer de faire en sorte que les logiciels puissent s'installer les uns à côté des autres, ou les uns avec les autres, puissent s'utiliser les uns les autres de manière cohérente. Plutôt que d'avoir un logiciel d'un côté qu'il faut télécharger depuis tel site, un logiciel depuis un autre site, etc., on va avoir des développeurs qui vont aller récupérer ces logiciels, vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité, éventuellement les modifier pour qu'ils fonctionnent bien ensemble, et vous proposer ces logiciels à l'installation de manière un petit peu cohérente, plutôt que d'avoir plein de petits morceaux éparpillés au travers de la toile. Un petit peu plus tard, on a des initiatives, donc ici je mentionne l'Open Source Initiative, qui va pousser justement pour l'adoption du mouvement open source. Je ne vais pas détailler les guéguerres, sauf si ça vous intéresse dans les questions avec la Free Software Foundation, mais le but du jeu, c'était favoriser la réutilisation de composants dont le code source avait été publié, pour un peu, pas seulement propager la bonne parole, mais vraiment avoir une implémentation, une utilisation effective, notamment dans l'industrie, de composants open source. D'ailleurs, cette initiative a été lancée par un ancien du projet Debian, et sa définition du logiciel libre est calquée sur la définition du logiciel libre qu'on a dans Debian, les Debian Free Software Guidelines, qui nous permettent de déterminer, quelle que soit sa licence, si un composant correspond à nos directives ou pas. Et donc Debian a servi de base pour cette initiative-là, mais aussi pour d'autres distributions, comme Ubuntu, qui est arrivé en 2004. Je vous raconte un tout petit peu plus juste après. Je veux parler de l'écosystème. On a parlé donc de notre pingouin en haut à gauche qui symbolise notre noyau Linux. On a le projet GNOME, par exemple, qui vous fournit un environnement de bureau avec de quoi lire vos mails, vous connecter à Internet, faire de la messagerie instantanée, etc. C'est un environnement complet. On a le projet GNU de la Free Software Foundation avec plein d'outils, notamment le fameux Emacs, qui est un éditeur de texte, mais qui fait tout, y compris le café. Et vous pouvez avoir plein d'autres projets. Donc ici, vu qu'on est plutôt en France, on va parler de Camel en termes de langage de programmation, mais vous pouvez ajouter les Perl, Python, Ruby et tous ceux que j'oublie là-dedans. Tous ces projets publient du code source. Donc ils publient un tarball, un tar.gz, un équivalent de zip ou peu importe. Maintenant, très à la mode, ce sont les dépôts Git. Ils publient leur code source, mais comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir utiliser leur code source? Ils ne vont pas s'amuser à télécharger indépendamment sur chacun des sites le code source de chaque logiciel, le compiler localement, puis résoudre tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer de compilation, de version qui n'est pas bonne, etc. Donc du coup, le but de la distribution qui est en plein milieu, ça va être de récupérer les logiciels qui sont publiés sous forme de code source par les différents projets amont, ce qu'on appelle les upstreams en anglais. On va avoir une étape vraiment d'intégration. On va essayer de vérifier que tous les prérequis de tel paquet pour le compiler, on a besoin de telle et telle bibliothèque, dans telle et telle version, etc. Éventuellement, on va donner 2-3 petits coups de tournevis pour dire, ben non, tel fichier de configuration doit aller dans tel chemin parce que sur notre distribution, on a telle et telle contrainte. Et on va proposer ces logiciels sous forme de paquets, donc des packages en anglais, où on va avoir une phase d'adaptation, d'intégration, de compilation pour plein d'architectures différentes, plein de matériels différents, et on va proposer
au téléchargement à nos utilisateurs ces fameux paquets qui vont pouvoir être installés. On va pouvoir, par exemple, créer un environnement absolument minimaliste et ensuite on va dire ah bah j'ai besoin de LibreOffice, de Firefox, de tel truc, etc. ou prendre des choses un petit peu pré-packagées. Maintenant, nos utilisateurs ont récupéré des paquets, ils ont installé leur système, ça marche pas, etc. On peut se retrouver à devoir signaler des dysfonctionnements ou demander une amélioration ou demander à ce que quelque chose soit modifié parce que le comportement paraît un petit peu bizarre, peut-être un petit peu litigieux. Ben, ces utilisateurs vont pouvoir renvoyer des retours, du feedback, des rapports de bugs, etc. au niveau de la distribution. Et là, chaque mainteneur de paquet va pouvoir dire « Ah ben tiens, effectivement, il y a un bug dans mon paquet parce que dans tel et tel cas d'utilisation, telle chose se passe pas correctement. » Éventuellement, le mainteneur va dire « En fait, mon paquet se comporte correctement, mais la bibliothèque qu'il utilise ne fait pas son travail correctement. » Ou la documentation ne correspond pas à ce qui se passe effectivement. Donc du coup, les mainteneurs vont peut-être se renvoyer un petit peu la balle entre eux, dire ben, « Il y a peut-être un peu un bug chez moi, il y en a un aussi chez toi, etc. » Il va y avoir une tambouille interne au niveau de la distribution, et si c'est pertinent, par exemple, ce n'est pas juste un problème d'intégration au niveau des mainteneurs qui s'est produit, mais c'est un problème plus profond au niveau du logiciel dont ils ont récupéré le code source, je ne sais pas, peut-être une erreur de signe dans un calcul au niveau du code source du noyau, et ben on va pouvoir remonter à nouveau, faire suivre les retours, les rapports de bugs, etc. aux développeurs amont pour qu'ils puissent éventuellement dire ben oui, la correction que tu proposes n'est pas mal, mais je préférais qu'on le corrige de telle façon, etc. Donc du coup, on a un côté descendant et montant, on récupère des choses, on les propose à nos utilisateurs, mais on récupère aussi en retour une description des éventuels problèmes, etc., qu'ils peuvent rencontrer. On va trier tout ça et on va éventuellement les faire remonter aux auteurs de logiciels qu'on a empaquetés pour correction, pour amélioration future de leur côté aussi. On ne garde pas pour nous les retours utilisateurs. Ce serait un petit peu égoïste et c'est pas trop dans la philosophie que je vous décrivais dans la première partie. Une distribution, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc ça récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu sur le graphe précédent. On va intégrer des logiciels amont et faire en sorte que c'est relativement cohérent, que ça s'installe bien, qu'on n'ait pas de version incompatible, etc. On va avoir une infrastructure pour publier justement ces paquets vers nos utilisateurs. Donc souvent, c'est plein de sites sur lesquels on va pouvoir se connecter pour aller récupérer les paquets dont on a besoin. C'est souvent hébergé par des universités, des sociétés qui sponsorisent des miroirs, etc. Et ça évite justement d'avoir besoin de compiler soi-même un logiciel ou de l'adapter, puisqu'on le verra, on a énormément de logiciels disponibles. Pour nous faciliter la vie, on a une interface unifiée d'installation. Ça veut dire que tous les paquets, que ce soit Firefox, LibreOffice, le noyau, un jeu, votre soft de compta préféré, peu importe, on va les installer de la même façon, quel que soit le logiciel. On a des outils en ligne de commande, des outils en mode graphique, mais tous les logiciels vont s'installer, se désinstaller, se mettre à jour de la même façon. On quitte complètement la logique qu'on a pu avoir pendant très longtemps sous Windows, où quand vous vouliez avoir tel jeu ou tel outil, etc., il fallait aller chercher le setup.exe sur tel site, ou sur tel autre, ou sur tel autre, et après, pour gérer les mises à jour, débrouillez-vous. Soit c'est déjà prévu dans le logiciel, soit il faut de temps en temps vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle version qui a été publiée. Et en plus de tout ça, de la partie vraiment technique, on a une partie sociale avec de l'aide, du support intermédiaire, donc que ce soit par les retours de bugs qu'on va pouvoir suivre, des listes de diffusion, des canaux IRC sur lesquels on va pouvoir avoir des échanges de manière un petit peu plus directe, etc. Et on va pouvoir faire le lien entre les retours de nos utilisateurs, éventuellement trier les trucs qui étaient vraiment spécifiques à la distribution, mais aussi faire suivre toutes les demandes d'amélioration qui auront pu être soumises. Et on considère que c'est plutôt une grande réussite, puisqu'on a quasiment 28 000 paquets sources. Donc après, ça, ce sont les logiciels qu'on a récupérés sur les sites donc du code source qui a été publié. Et ensuite, on transforme ça en paquets binaires, les fameux paquets que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur. Ça correspond à un peu plus de 58 000 paquets binaires. Donc souvent, quand vous avez un besoin particulier, il y a probablement un paquet qui est déjà prévu pour cela. On a toute une multitude de ports. Qu'est-ce que c'est un port? C'est une combinaison d'un logiciel, d'un système d'exploitation qu'on va faire tourner. Donc souvent, c'est le noyau Linux, mais on a aussi un port URD, un port KFreeBSD.
qui vont permettre de tourner avec des contraintes un tout petit peu différentes au niveau architecture. Et on a aussi la possibilité de faire tourner sur plein d'ordinateurs de types différents. Vous avez probablement des ordinateurs qui sont d'architecture Intel, donc que ce soit en 32 bits ou en 64 bits. Mais on a aussi plein de petites machines qui consomment beaucoup moins, toute la famille ARM qu'on va retrouver dans l'embarqué, dans les téléphones, etc. Mais on va aussi adresser des besoins comme les énormes mainframes, un petit peu comme les ordinateurs qu'on a vus en photo tout à l'heure, qui vont tourner dans des data centers qui font une armoire de 40U complète. Donc on a cette universalité dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. On a des logiciels libres à 100%. On n'a pas trop la notion de compromis de bon, c'est pas grave si on a une interdiction sur telle partie, le fait de redistribuer, etc. On est sûr qu'en prenant un truc dans Debian, on a un certain nombre de garanties avec ces fameuses DFSG que je mentionnais tout à l'heure. Et d'un point de vue réputation, on a une certaine stabilité, une certaine robustesse. Donc il y a des gens qui vont dire « Ouais, non mais Debian, ça change jamais, c'est trop lent, machin, etc. » J'entends complètement l'argument, mais il y a des gens qui demandent justement à ce qu'un système installé à un moment donné, validé à un moment donné, continue à fonctionner de cette façon pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à passer peut-être un jour à la version supérieure. Bien évidemment, on fait des mises à jour de sécurité, des mises à jour de stabilité, mais on essaye de fournir une base stable, valable pendant un certain temps, et sur un planning un petit peu connu. Je vous mentionne ça un petit peu tout à l'heure. Et aussi pour l'expertise des mainteneurs, bien évidemment, ça arrive à tout le monde de faire une boulette de « Ah zut, j'ai oublié un point-virgule » et puis le paquet ne s'installe pas, ou il y a des bugs, etc. Mais on a une charte, une Debian Policy qui est vraiment très claire, très formelle et très précise. On a un cahier des charges qui permet de garantir un maximum de compatibilité et de comportement qu'on connaît bien sur tous les paquets, ce qui nous permet justement de mettre en avant cette stabilité, cette robustesse, puisqu'on est très très carré par rapport à d'autres distributions qui vont éventuellement beaucoup plus vite, mais sur lesquelles des fois il y a un bug un petit peu bloquant qui peut vous faire sauter la moitié de votre système et après il faut réinstaller. Donc c'est un compromis à trouver entre la stabilité et on galope pour récupérer toutes les versions les plus récentes. Nous on est plutôt sur la partie stabilité. Je vous parlais de timing. Ici, vous avez un certain nombre de releases. On ne vous les a pas toutes mises parce que ça remonte jusqu'aux années 90, hein, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on publie une version stable environ tous les 2 ans. Donc il y a des fois quelques mois de plus ou de moins qui peuvent s'expliquer. Et on a une période de freeze où on va figer en fait ce qu'on a en cours de préparation pour la prochaine version stable. On va stabiliser, essayer d'éradiquer tous les bugs critiques qui sont dedans. Éventuellement, on va virer les paquets qu'on n'arrive pas à corriger à temps pour publier une nouvelle version stable. Et la sorte de contrat qu'on passe avec les utilisateurs, c'est étant donné une version stable qui a été installée précédemment, vous devez pouvoir passer sur la version stable d'après, juste en faisant une étape de mise à jour. Il est hors de question, par opposition à certaines distributions, de dire bah, vous sauvegardez vos données dans un coin, vous virez tout, vous réinstallez la nouvelle version, puis après vous remettez toutes vos données. Ça, on ne fait pas. Le but du jeu, c'est de pouvoir mettre à jour de version en version votre environnement, parce que c'est complètement délirant de réinstaller. Donc, on arrive à sortir ça environ tous les 2 ans. Une petite exception, par exemple, pour Wheezy, on a mis un peu plus longtemps parce qu'on n'avait pas de responsable du système d'installation. Du coup, c'est un petit peu délicat parce qu'on peut mettre à jour, mais on a envie de pouvoir installer une nouvelle version quand on installe une nouvelle machine. Et pour Stretch, c'est un petit peu différent. On pensait se caler sur une date de publication de version stable, long terme, etc. du noyau. Et finalement, du coup, on a décalé un petit peu de quelques mois pour être sûr d'avoir exactement la version du noyau qui nous intéressait. Et pour Buster, on ne sait pas encore, puisque c'est la version en cours de développement à l'heure actuelle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on considère que c'est un véritable hub pour le logiciel libre, parce que si on repart de notre schéma sur lequel on est intéressé, on fait un petit peu de place, on enlève quelques utilisateurs, on fait un peu de place au milieu. On peut se voir que des utilisateurs, c'est pas forcément Alice, Bob, vous et moi, mais ça peut être une autre distribution. Vous avez par exemple Doudou Linux, qui est une distribution dérivée de Debian, qui va être, et je vois qu'en régie les gens sont très contents, qui va permettre de mettre à disposition principalement des jeux
pour les enfants à partir de 2 ans, si je me souviens bien. Et de manière peut-être un petit peu moins confidentielle, Ubuntu, qui est une des grandes distributions grand public, etc., qui a aussi facilité l'essor de Debian auprès du grand public parce qu'elle est basée sur Debian. Comment ça se passe? De la même façon que les utilisateurs vont récupérer des paquets et aussi pouvoir faire des retours d'expérience, les distributions vont pouvoir intégrer les paquets, éventuellement les recopier tels quels, éventuellement les modifier, peut-être en ajouter quelques-uns en interne, et ensuite proposer ces paquets ainsi recopiés ou ainsi modifiés ou ainsi ajoutés à leurs utilisateurs, qui eux-mêmes vont pouvoir faire des retours dans leur logiciel de suivi de bugs, qui vont pouvoir être triés, puis éventuellement forwardés vers la distribution Debian, qui à nouveau triera et éventuellement renverra plus haut. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que Ubuntu peut aussi être réutilisé, notamment par Linux Mint, qui est une variante avec tel environnement de bureau, avec des thèmes un petit peu différents, etc. Et on peut, comme ça, en enchaîner autant qu'on veut. Donc, on va parler un petit peu d'Ubuntu avec un développeur Debian, ça arrive souvent, milliardaire un peu moins souvent. Pour situer, c'est le genre de montant qui permet de faire un tour dans l'espace, hein, donc c'est plutôt sympathique. Ça nous a amené des millions d'utilisateurs, on va dire indirects, des utilisateurs d'Ubuntu, et elle-même va être dérivée en fait en plein d'autres distributions. Donc vous avez peut-être eu les Xubuntu, Kubuntu avec des environnements de bureau différents, mais on a aussi des utilisations plus ciblées sur un cœur de métier, des trucs plus orientés sur les sciences, sur la recherche, etc. Pour situer un petit peu les proportions, quand je parlais de réutilisation entre Debian et Ubuntu, donc depuis les projets amont, Debian récupère des logiciels, les sources, publie des paquets. 76% de ces paquets sont réutilisés tels quels dans Ubuntu. Il y a 15% qui vont être modifiés, donc on va appliquer des patchs, des modifications dans le code pour les adapter à des besoins ou des envies particulières de la distribution Ubuntu ou de la société Canonical qui est derrière, qui pilote un petit peu le développement. Et on a aussi 9% de projets amont qui sont pris directement sans passer par Debian. Pourquoi? Parce que ça peut être que Debian, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est dit « Tiens, j'aimerais bien packager ce truc-là » et du coup, il a fallu que Ubuntu fasse l'effort d'intégration initiale plutôt que compter sur Debian pour ce logiciel-là. Après, bien évidemment, Ubuntu a peut-être intérêt à intégrer son paquet directement dans Debian. Ça permet de faire des recopies ensuite, plutôt que de refaire le travail d'intégration à chaque fois. Mais bon, on y reviendra. Et justement, par qui et comment est fait Debian? Donc, je mentionnais tout à l'heure déjà des milliers de volontaires. Volontaires, bénévoles, je suis peut-être pas tout à fait très clair. C'est un petit peu volontaire, puisqu'on a aussi des gens qui sont bénévoles, mais qui peuvent être payés, que ce soit sur des missions de support spécifiques pour corriger des bugs, pour aider à installer, à packager une nouvelle version d'un logiciel, etc. Ça peut être assez souvent des universitaires, que ce soit des profs, des candidats, donc des thésards, etc., qui ont un petit peu de temps pour contribuer au logiciel libre, qui vont contribuer donc, en se faisant payer leur temps par leur fac ou par une société. Mais on n'est pas forcément non rémunéré quand on travaille sur du logiciel libre. On peut même en faire un business. Je vous en parle un tout petit peu plus tard, et vraiment très légèrement. Comment ça se passe? On a une organisation en équipe. Donc, historiquement, c'était un petit peu un mainteneur, un responsable s'occupe de un paquet, etc. Puis on s'est rendu compte que quand on arrive à des échelles de plusieurs dizaines de milliers de paquets, ça passe pas tout à fait à l'échelle et travailler ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on a des équipes d'empaquetage qui se réunissent autour d'un thème commun. Par exemple, je vous parlais des équipes qui vont s'occuper de packager des modules Python, des modules Perl, des modules de n'importe quel autre langage, ou bien des environnements de bureau. Donc vous avez pu entendre parler de GNOME, de KDE, d'XFCE, ou des logiciels scientifiques, ou des choses plus proches des utilisateurs finaux comme les Firefox, les Thunderbird, etc. Mais en plus de l'empaquetage, de vraiment le travail d'intégration qu'on voyait apparaître sur le graphe tout à l'heure, on a des équipes qui ont une fonction particulière qui n'est pas forcément reliée directement à un paquet ou à un groupe de paquets. On a l'équipe de publication, qui en bon français est la traduction de release team. Donc c'est l'équipe qui va aller
s'assurer qu'on arrive tous les ans à tenir à peu près ce timing d'environ 2 ans entre chaque version stable, que dedans il n'y a pas trop de bugs critiques, qu'on a bien évincé tous les paquets qui sont vraiment trop problématiques, et s'assurer que tout est en place, qu'on a de la documentation, que les mises à jour de la version précédente à la version suivante ont bien été testées, que les gros bugs qui auraient pu être remontés suite à ces tests soient bien corrigés, ou au moins qu'on ait un contournement qui soit documenté. Je parlais de la partie installateur, il faut qu'on soit capable d'installer un nouveau système avec cette nouvelle version de Debian et pas compter sur l'installeur de la version d'avant. Et on a énormément d'équipes d'infrastructure. On voit assez souvent, et pendant très longtemps, on mettait en avant le fait que pour contribuer à Debian, il fallait maintenir un paquet. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont nécessaires. Le fait d'administrer tous les systèmes dont on a besoin dans le projet. On a plusieurs dizaines de machines physiques, on a plusieurs centaines de machines virtuelles. Il faut gérer ça de manière un petit peu centralisée et cohérente. On a l'archive de paquets, le fait de dire on met un paquet à disposition, faut vérifier que le paquet qu'on propose, il a une bonne tête, il n'y a pas de bug évident dedans, et c'était proposé par quelqu'un en qui on a confiance. C'est pas n'importe qui passe, qui dit je vais mettre une nouvelle version de Firefox, et on lui donne tous les droits. Et on a plein d'autres besoins, que ce soit pour compiler nos paquets sur toutes les architectures, distribuer tous ces paquets avec les miroirs, faire un maximum d'assurance qualité, donc faire des revues de l'état de l'archive et des paquets qu'on propose, pour essayer de détecter des problèmes et de les corriger avant que ça devienne un problème pour les utilisateurs. Le coup de « ah zut, il y avait un bug dans le script, ça a supprimé la moitié de votre système », c'est un peu dommage si on s'en rend compte de ne pas le corriger avant de proposer ce paquet-là. Et on a aussi toute la partie sociale qui peut être plus ou moins liée à de la technique, parce que des fois, faire du social, c'est faire le lien entre des évolutions techniques et les documenter, préparer les utilisateurs à faire leurs modifications, leur mise à jour. Il y a peut-être des étapes à faire avant, etc. Et aussi donner envie aux gens de venir contribuer. C'est un petit peu ce que je fais ici, en vous présentant un petit peu le fonctionnement. Donc on a la partie vraiment purement presse, dont on parle aux journaux, il faut leur envoyer des communiqués de presse, etc. La partie documentation, j'en ai pas trop parlé dans ce slide-là, mais la documentation, on peut tout faire en anglais et se dire tout le monde parle anglais, c'est absolument génial. Sauf que dans la pratique, ça marche pas du tout. Il y a plein de pays où l'anglais, c'est la 3e, 4e, 5e langue que vous apprendriez. Typiquement en Suisse, c'est pas évident d'apprendre l'anglais tout de suite. Et du coup, il y a énormément d'efforts aussi de traduction, d'adaptation dans les langues en fonction des éventuelles contraintes culturelles, etc. Plus, après, bien évidemment, tout ce qui est gestion des marques déposées, le fait d'utiliser la spirale Debian, vous ne pouvez pas le faire dans tous les cas. Donc on a des gens pour vous conseiller, pour éventuellement vous tirer les oreilles si jamais vous sortez un petit peu du cadre, et gérer, après, on a des équipes pour la partie compta, l'organisation d'événements, la captation vidéo, etc. Et j'insiste à nouveau sur le côté expertise des paquets qu'on maintient. Souvent, ce sont des gens, je rappelle, au départ, bénévoles, j'ai envie d'eux, ou j'ai un besoin, je vais maintenir un paquet, et souvent, je le maintiens parce que ça m'intéresse, parce que j'utilise le paquet. Et du coup, c'est des gens qui ne sont pas juste un utilisateur, mais un utilisateur un petit peu avancé, qui va comprendre comment le logiciel a été codé, quelles sont les évolutions qui sont prévues, et c'est quelqu'un qui est quelque part un petit peu un co-auteur du logiciel. Donc c'est pour ça qu'on a une montée en compétences progressive quand on se retrouve à maintenir des paquets dans Debian, qui est plutôt sympathique et qui est reconnu après dans le milieu associatif, libriste, etc., mais aussi dans le monde professionnel. Je vous parlais du côté social, des milliers de gens, etc. Je vais vous parler un petit peu de la partie indépendance et distribution géographique. Donc ici, c'est pas forcément remis à jour très régulièrement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde en Europe. Ok. Oui, effectivement, ça se passe beaucoup mieux ici. On a énormément de monde en Europe, très peu en Afrique, à part un petit peu en Afrique du Sud, un petit peu sur les côtes australiennes et beaucoup aux US. On commence, c'est une impression que j'ai pas de chiffres durs,
que côté asiatique, notamment au Japon, Taïwan, etc., ça commence à pousser très fort. Pendant très longtemps, en fait, les US, la France, l'Allemagne se partageaient environ 50% des contributeurs. Mais justement, le fait d'avoir des efforts de traduction dans les langues natives de plein de pays différents, ça facilite en fait le fait d'utiliser, de commencer ne serait-ce qu'à utiliser les logiciels, puis après on se pose la question de peut-être contribuer, et du coup en faisant un effort un peu supplémentaire, puisqu'on a standardisé sur l'anglais la partie contribution, la partie code. Bon, j'ai complètement oublié de parler de l'Amérique du Sud, mais globalement on a des gens qui sont très regroupés aux USA et en Europe, mais on retrouve des développeurs dans virtuellement un petit peu tous les pays du monde. Donc ici, je vous rappelle les petites stats sur les US, l'Allemagne, la France. Au niveau de l'installeur, par exemple, on a plus de 70 langues qui sont proposées. Justement pour faciliter l'installation. Si vous ne comprenez pas les questions techniques qu'on vous pose pour savoir comment vous voulez partitionner votre disque et puis combien de pourcents vous voulez mettre à votre système et combien de pourcents à vos données, vous ne pouvez pas arriver à la fin du système d'installation. Et on a des pays, par exemple l'Inde, où on se retrouve avec une langue complètement minoritaire, genre la 15e du pays. Il n'y a que 10 millions de personnes qui parlent cette langue. Donc c'est un tout petit peu important de faire ces efforts de traduction, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les distributions de logiciels libres. Donc, je vous parlais de la distribution des développeurs, la distribution géographique, mais on a aussi l'infrastructure, tous les serveurs dont on a besoin. On va essayer de redonder un maximum d'équipements. On a, par exemple, des hébergements au Canada, au Royaume-Uni, en Grèce, etc. Et on essaye de faire en sorte d'avoir des points de distribution multiples. Comme ça, quand il y a une maintenance dans un data center ou manque de bol avec même les alimentations redondantes, etc., il y a une pelleteuse qui a creusé tout pile sur la fibre ou ce genre de blague, on arrive quand même à avoir le reste de l'infrastructure qui continue sa vie. Et tous ces services, je vous parlais tout à l'heure de plusieurs centaines de machines virtuelles. Souvent, on essaye de découper un service égal une machine pour avoir une certaine indépendance des services les uns vis-à-vis des autres. Ça permet aussi de proposer un nouveau service. Je vais vous donner un exemple. On a le Package Tracking System qui nous permet de suivre un petit peu ce que devient un paquet, quelles sont ses versions, qui a publié des mises à jour, quels sont les différents changements qui ont été publiés dans chaque version. Ce système était un petit peu vieillissant, parce que personne s'en occupait, parce que le mainteneur de service s'est retrouvé avec des enfants, d'autres centres d'intérêt, peu importe. Et plutôt que de dire ce truc-là, on le met à poubelle et puis on passe à autre chose et il faut tout réécrire, etc., ça posait aucun problème de dire voilà, j'arrive avec une preuve de concept d'un truc qui pourrait être une alternative. On fait un autre service qui maintenant s'appelle Tracker, plutôt que Packages, etc. Et on va pouvoir avoir plusieurs services qui éventuellement sont un petit peu en concurrence du moment qu'il y a des gens pour les maintenir. Et là, on est arrivé à un point où, tiens, Tracker a vraiment pris le pas sur la partie, on va dire, old school du package tracking system. Et c'est vraiment en commençant petit à petit, en intégrant des contributeurs via des stages de type GSOC, dont je parlerai un petit peu plus tard, etc., qu'on s'est retrouvé à avoir de nouveaux services qui émergent sans avoir besoin de changer un truc en centrale d'un seul coup, en bloquant tous les autres services, etc. Donc il y a un petit côté incrémental qui est assez sympathique. Au niveau de nos biens, donc tout ce qui est argent et dons, et éventuellement donc, que ce soit en espèces sonnantes et trébuchantes ou en termes de matériel, on a un certain nombre d'organisations dites de confiance, donc les Trusted Organizations, qui vont permettre de se faciliter un petit peu la vie, par exemple pour gérer quand on organise une réunion, une conférence, etc., on va pouvoir passer directement par Debian France, par exemple, plutôt que de renvoyer de la paperasse avec des formulaires aux US, où on ne comprenait pas un mot du légalise, du jargon juridique en question. Ça permet d'avoir comme ça plusieurs antennes, plusieurs points de contact qui sont éventuellement plus ou moins rapides pour vous faire rembourser des déplacements ou ce genre de choses. Et un point vraiment important, je parlais d'indépendance, on n'a pas d'entreprise qui nous dit ce qu'on doit faire. On n'a pas d'employeur qui nous dit je suis ton manager, je suis ton chef, tu as une objection, j'en ai rien à faire, c'est comme ça qu'on va faire. Ça, on n'a pas dans Debian. Je vais reprendre l'exemple d'Ubuntu.
pour leur taper dessus un petit peu, mais gentiment. Derrière, on a la boîte Canonical, qui essaye de faire de l'argent, et qui, des fois, prend des décisions un petit peu bizarres, genre, on va forquer tel logiciel, on va faire une version un peu proprio, histoire de se mettre en avant, d'être un peu meilleur que les autres. C'est pas forcément très agréable pour les gens qui contribuent à Ubuntu de manière bénévole et gratuite et tout ça, qu'on leur dise, non, tel logiciel, tu n'as pas le droit de l'intégrer, ou on n'a pas envie que tu l'intègres dans Ubuntu, débrouille-toi, t'as qu'à mettre ça ailleurs. On n'a pas d'obligation de faire des choses. Si à un moment donné, vous avez marre, vous êtes en burn-out, vous avez des enfants, vous avez peu importe, vous pouvez tout laisser tomber, c'est pas grave, vous n'avez pas d'obligation, vous avez signé aucun contrat. Et on ne peut pas vous forcer à faire des choses. On ne peut pas vous dire tel truc, il faut que ce soit fait de telle façon. Donc bien évidemment, il y a des règles édictées via la charte dont je parlais tout à l'heure, mais on n'a personne pour nous imposer de faire quoi que ce soit d'une façon particulière. Et pour détailler un petit peu plus, je vais vous parler du fonctionnement interne. Donc, je vous ai dit, le projet Debian est né en 93, et ensuite on a eu une formalisation, parce que le nombre de développeurs, de gens intéressés, il a l'air cool ce projet, comment on fait pour le rejoindre, ça s'est formalisé sous la forme d'un contrat social, donc en 97, qui contient très peu de points, mais globalement, on veut faire 100% de logiciels libres, on veut ne pas accaparer les richesses créées par d'autres, on ne veut pas quelque part privatiser du logiciel libre, on va redonner à la communauté ce qu'elle nous a apporté. Donc c'est le fameux retour d'expérience, les rapports de bugs, nos modifications, nos personnalisations, etc. On va les proposer à nouveau. Donc on prend du logiciel libre, mais on produit aussi du logiciel libre. On va avoir ce modèle ouvert dont je vous parlais sur le tout premier slide. On va ne pas cacher les problèmes, on va publier la base de bugs, on n'a pas besoin d'être authentifié pour aller farfouiller dedans, etc. Les bugs sont connus, on peut faire des recherches dedans, c'est indexé par les moteurs de recherche, etc. Et nos priorités, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos utilisateurs et le logiciel libre. Parce que des fois, il faut faire un peu un compromis entre les besoins des utilisateurs, le logiciel libre. Il y a peut-être des fois des concessions, ou ne pas oublier qu'on est là pour des utilisateurs et pas seulement pour la philosophie de le libre c'est bien et on s'en moque des vrais gens. Il faut vraiment avoir les deux en tête. Et pour aller avec notre contrat social, on a une constitution. Alors là, pour le coup, c'est du juridique et je peux vous assurer que des fois, les gens nous font la lecture du grand A, petit 2, petit b, petit 1, oui, mais en contradiction avec tel truc, etc. On ne s'en sort pas. Mais globalement, ce que garantit notre constitution, c'est qu'on va essayer d'avoir un équilibre entre démocratie, donc où chacun a une voix et peut voter sur, par exemple, l'élection du leader du projet, dont je reparle juste après, et ce qu'on appelle la douocratie. Douocratie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui fait, qui en fait voit au chapitre. Si vous êtes la personne qui maintient tel logiciel, c'est à vous de voir quels outils vous voulez utiliser pour le packager, comment vous voulez gérer le code source, les contributions, le mettre dans un Git, un SVN, un Mercurial, peu importe. Globalement, c'est les gens qui font, qui vont décider de comment ils travaillent. Alors bien évidemment, s'il y a plusieurs personnes qui essayent de faire ensemble et qu'elles ont des idées qui ne sont pas compatibles, il va peut-être y avoir des disputes à arbitrer, mais globalement, à nouveau, c'est les gens qui font quelque chose qui vont pouvoir décider de comment elles le font. Il n'y a pas le côté, le chef a dit que c'est de telle façon qu'il faut faire telle chose. Au niveau de justement la partie hiérarchique, on est plat, on n'a pas de chef, de machin, de trucs, etc. Chacun s'occupe de son paquet ou de son groupe de paquets, et on essaie de travailler en bonne intelligence. Tout ça, ça fait, au niveau de la réputation, le travail est visible, la façon dont vous travaillez, que ce soit dans les dépôts Git, dans le système de suivi de bugs, etc., tout est public, et ça vous permet de vous bâtir une réputation au niveau du logiciel libre, mais aussi, à nouveau, comme je le disais, c'est très poreux, surtout en ce moment, parce que très à la mode, on retrouve énormément de boulot en lien avec du logiciel libre, et on a de plus en plus, parce qu'on est Startup Nation et tout ça ces temps-ci, on a de plus en plus des employeurs qui vous demandent même plus un CV, mais qui vous demandent quel est votre identifiant GitHub pour aller voir quelles sont vos contributions, etc. Donc là, c'est restreint sur une plateforme donnée, mais vous voyez bien, l'idée, c'est que votre travail est fait grâce au modèle de développement ouvert, il est fait de manière publique, et ça vous donne une superbe carte de visite pour la suite.
Après, je rappelle qu'on est vraiment indépendant de tout pouvoir supérieur qui nous dirait comment on doit s'organiser, notamment dans le monde de Python. On a un dictateur bienveillant, etc., qui est censé propager les bonnes paroles et donner les bonnes orientations. On n'a pas ce principe-là. Donc là, je répète qu'il n'y a pas de décision imposée, mais bon, je pense que j'ai assez insisté là-dessus juste avant. Et on a quelques structures spécifiques qu'on va voir sur le slide suivant. Le fameux leader du projet que j'évoquais tout à l'heure, pendant très longtemps, il avait un rôle de représentation du projet. C'est la personne qu'on allait contacter au niveau journaliste pour lui poser 2-3 questions sur « Ah, au fait, la nouvelle version, elle est comment, elle est bien, machin, comment ça se passe dans le projet, etc. » Mais de plus en plus, on a un rôle vraiment de facilitateur au sens où c'est la personne qui va faire de la médiation quand il y a des guéguerres, des querelles. Ah machin, il a dit que truc, et gna gna gna, il veut pas me laisser bosser sur tel truc alors que je suis complètement légitime parce que gna gna gna. Donc c'est bien évidemment un peu épuisant. Tout ça, c'est assez souvent pour limiter un petit peu l'impact sur les égos. On va essayer de faire ça de manière un petit peu privée, mais on va essayer de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Et puis, on peut avoir un rôle un petit peu pas forcément visionnaire au sens on va faire des révolutions en permanence comme certains vendeurs de téléphones, mais essayer de peut-être pousser dans des directions, dire tiens, ce serait peut-être bien qu'on ait plus de tests automatiques parce qu'on est peut-être un peu à la traîne par rapport à d'autres distributions, par exemple. Donc voilà, médiation, animation et un petit peu surveillance, un petit peu enquête de temps en temps. Est-ce que dans votre team tout va bien? Est-ce que vous avez besoin qu'on mette peut-être qu'on mette un coup de projecteur sur le fait que vous manquez vraiment de monde de manière récurrente, etc. Le secrétaire va s'occuper de faire tourner les votes, par exemple le vote de notre leader du projet. Tout ça, c'est arbitré par notre secrétaire. Et quand il y a des trucs pas clairs dans la Constitution, etc., c'est lui qui va avoir l'interprétation, pas absolue, mais qui va être chargé d'interpréter les textes quand il y a un éventuel conflit ou une incompréhension. Et enfin, on a le comité technique. Quand on a une bataille vraiment technique sur tel truc devrait être fait de telle façon, etc. Et par exemple, c'est 2 équipes qui gèrent 2 paquets différents et c'est vraiment la communication entre les deux qui pose problème. On a un comité technique qui va pouvoir trancher à partir des documents et des pouvoirs qui ont été conférés par la Constitution, etc., qui va pouvoir faire un arbitrage technique entre les personnes. C'est pas toi t'as tort, toi t'as raison, c'est étant donné les considérations techniques, il y a tel et tel avantage, tel et tel inconvénient, nous préconisons donc telle solution. Donc c'est les 3 seules instances qui ont un pouvoir un petit peu particulier, mais très limité, très cadré par nos différents documents, que ce soit le contrat social ou la Constitution. Et maintenant, je vais surtout vous expliquer comment vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément, ou dont on ne se rend pas forcément compte si on ne suit pas de très près les communautés, c'est que les communautés, comme dans l'associatif, ça ne fonctionne que s'il y a des gens qui participent. C'est très bête de dire ça, mais il y a des gens et des boîtes qui se disent « Tiens, j'utilise telle distribution, ce sera toujours là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans que j'ai besoin de rien faire. » Mais en fait, si tout le monde se dit ça, ça avance pas trop. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez contribuer vous aussi. La première étape, c'est bien évidemment d'utiliser la distribution. Mais donc ça c'est le truc un peu évident, mais la deuxième, qui paraît évident pour plein de monde, en fait je l'ai vu chez mes clients par exemple, c'est pas forcément évident que dès lors que vous avez un bug, il faut penser à signaler ce bug. Attendre en se disant ouais ce sera bien corrigé plus tard, etc. Il y a des gens qui trimballent des bugs vieux de 10 ans parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de dire ah tiens ça vient peut-être de ça ou de ça, je vais peut-être demander ou je vais faire un rapport de bug, il sera peut-être régulier à un autre endroit, mais il faut signaler les bugs. Donc on a un système donc, centralisé bugs.debian.org, donc si vous allez sur le site, vous aurez de la documentation sur comment signaler un rapport de bug, etc. Comment remplir un rapport de bug. Ça, c'est valable pour les versions stables qu'on publie tous les 2 ans, etc. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez justement tester les versions en cours de développement qui se préfigurent de ce qu'on aura dans stable plus 1, la prochaine version stable.
Donc on a les distributions testing et unstable qui permettent d'avoir en avant-première le côté un petit peu bêta-test que je mentionnais tout à l'heure, pour regarder par exemple, pour les grosses structures, vous avez votre production dans un coin qui tourne avec stable, et vous avez peut-être un environnement de test qui va tourner avec testing, peut-être couplé avec unstable, pour vérifier que ce qui marche dans votre environnement de production marchera quand vous aurez fait la migration vers la version d'après. Donc ça permet de... C'est un investissement, bien évidemment, d'avoir 2 environnements, mais ça permet aussi, quand on veut passer à la version d'après, de se dire, c'est bon, on a déjà tout testé, on sait qu'on n'a pas de problème, et s'il y avait eu des problèmes, on les aurait signalés, ils auraient pu être corrigés à temps. On n'attend pas que la version stable d'après sorte pour se dire, ah ben en fait, elle ne marche pas, ou elle ne marche pas aussi bien que je l'aimerais. Après, si vous avez des besoins particuliers, je ne sais pas, vous êtes une boîte qui est spécialisée dans... de la vidéo et vous avez besoin d'avoir un serveur vidéo avec FFmpeg et puis 2-3 autres trucs, Videolan, etc., qui sont des composants très, très particuliers, vous pouvez vous abonner aux évolutions, savoir quand est-ce qu'un paquet est mis à jour, quand est-ce qu'il y a des bugs, quand est-ce qu'il y a des bugs critiques, etc., avec notre fameux tracker.debian.org dont je vous parlais tout à l'heure. On a bien évidemment des listes de diffusion pour avoir les annonces pour les développeurs au sens large, mais aussi des news. Par exemple, on va être prévenu des événements locaux, on va être prévenu de modifications d'équipes, de nouvelles nominations, ce genre de choses. Et on a l'association Debian France, qu'on retrouve sur france.debian.net, qui met en avant justement des événements qui sont organisés un petit peu tout au long de l'année en France, spécifiques à Debian. Donc ça permet de compléter un agenda du libre ou une lecture de LinuxFR, etc. Et dans les événements, on va retrouver la conférence annuelle Debian, mais aussi des mini-conférences au format souvent 2 jours. On en trouve très souvent en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, et ça permet justement aux contributeurs, en particulier français, francophones, de rencontrer d'autres personnes qui parlent leur langue, plutôt que de devoir faire un effort tout de suite de parler en anglais, et de se retrouver à bredouiller parce que les cours de langue sont loin, et on a le tract et tout ça. On a des ateliers type bug squashing party, où on va essayer d'intéresser les gens à corriger les bugs, à nous aider à corriger les fameux bugs critiques qui nous embêtent, mais aussi des ateliers peut-être un peu plus orientés vie privée, sur lesquels on va découvrir des problématiques comme Tor, Tails, etc. Vous pouvez aider aussi sur la maintenance de paquets. Donc, j'ai déjà dit 50 000 paquets. Le côté pour commencer à contribuer, il faut un nouveau paquet. C'est un petit peu caduc. Assez souvent, on va plutôt préférer que les gens, plutôt que sortir un nouveau paquet de leur chapeau, se joignent à une équipe existante ou commencent à corriger des bugs qu'ils ont éventuellement dans les paquets qu'ils utilisent. Donc pour ça, on a un paquet qui s'appelle How Can I Help, que vous pouvez installer, qui va regarder la base de bugs qui est donc publique, va regarder les paquets qui sont installés sur votre système et vous proposer des suggestions de bugs sur lesquels vous pourriez donner un coup de main. Et c'est pertinent pour vous parce que ça se base sur les paquets que vous utilisez sur votre système. On a notamment des tâches qui sont taguées newcomer, qui sont identifiées comme étant plutôt sympas pour un nouveau contributeur, parce que ça va être un petit peu facile, ça permet de comprendre un concept et de creuser un petit peu progressivement. On a aussi plein d'équipes qui sont référencées sur le wiki de Debian. Et en fonction de vos centres d'intérêt, des logiciels que vous utilisez, vous allez peut-être trouver une équipe qui est prête à vous accueillir, peut-être à perdre un petit peu de temps au moment où elle vous accueille pour vous expliquer les rouages, etc. Mais à plus on a de gens qui rejoignent des équipes, à plus les équipes vont documenter le processus d'intégration, et à plus c'est facile d'intégrer de nouvelles personnes. On a aussi un tutoriel de packaging, donc à nouveau c'est un paquet que vous pouvez installer, disponible aussi en français, qui va vous expliquer vraiment les rudiments du packaging, les outils de base, etc. pour que vous puissiez justement contribuer, pas forcément à un nouveau paquet, mais plutôt la maintenance d'un paquet existant. Dans les autres tâches, donc je ne vais pas reprendre toutes les équipes non techniques, fonctionnelles, etc. de tout à l'heure, mais on a la partie traduction, la partie com, la partie presse, etc. Les équipes fonctionnent de manière un petit peu différente, mais globalement, on fait de l'IRC, on fait des listes de diffusion, on a accès à des dépôts Git, on propose des patchs, ils sont intégrés ou ils sont éventuellement, on demande à revoir un petit peu la copie, mais voilà. Et le point vraiment important, c'est que historiquement, vous étiez DD, donc développeur Debian officiel, ou pas. Maintenant, on s'en moque que vous soyez DD ou pas, on va vous accompagner, vous avez des mentors qui sont là pour vous expliquer, pour répondre à vos questions, etc. et vous faciliter la vie. Les contributions, vous avez besoin
globalement une adresse mail pour être notifié des modifications des bugs, pousser des choses dans Git. Maintenant, on peut cloner facilement des dépôts, etc. Et on a fait beaucoup d'efforts d'ouverture. Le côté élitiste, si t'es pas DD, je te parle pas, qui a eu cours, hein, je vais pas vous mentir, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années maintenant. Maintenant, on a le statut de Debian maintainer, on va pouvoir donner des droits de manière unitaire à une personne qui a prouvé sa valeur et ses connaissances sur un paquet. Puis on va pouvoir les étendre à un autre, à un autre, à un autre, et éventuellement dire, ben, écoute, passe le processus pour devenir développeur Debian officiel, comme ça tu auras tous les droits. Mais on a aussi maintenant, pour notamment toutes les équipes qui gèrent de l'infrastructure, le concept de non-uploading DD, des gens qui choisissent volontairement de ne pas pouvoir uploader de paquets parce que leur truc, c'est de la traduction, c'est de la communication, c'est de la maintenance d'infrastructure. Et bien évidemment, pour faire venir un petit peu d'autres personnes, on a Outreachy et GSOC qui permettent d'intégrer justement des personnes issues de minorités, mais aussi des stagiaires issus de parcours universitaires, etc., pendant l'été de l'hémisphère nord, me diront les Australiens, avec une initiative fondée par Google. Et j'ai mangé tout le temps, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions rapides? Est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions? Ça se passe comment? Ok. Si on déclare le bug, c'est pas forcément les équipes Debian qui vont corriger le bug, normalement c'est l'auteur qui doit le faire. Alors justement, ce qui se passe, c'est que quand on signale un bug dans un paquet, ça va arriver dans le système de suivi de bugs de Debian. Le mainteneur du paquet dans Debian va être notifié. Tous les gens qui se sont abonnés éventuellement à ce paquet vont être notifiés. Et soit le mainteneur se dit « Ah zut, c'est quelque chose vraiment au niveau packaging qui n'est pas bon, je vais corriger et puis faire une nouvelle version dans Debian ». Ou éventuellement le mainteneur va dire « Ah bah oui, effectivement, c'est un problème dans le code, mais le code upstream, le code produit par les auteurs initiaux du logiciel, et il va pouvoir passer le relais et remonter ça dans l'outil de suivi de bugs de l'auteur initial. Okay. Et éventuellement, il va pouvoir proposer un patch où de temps en temps, ça nous arrive d'intégrer une modification dans un paquet Debian, tout en envoyant une notification à l'auteur amont. Comme ça, nos utilisateurs peuvent tester ce patch, et ça permet aussi d'accélérer les cycles de développement. On n'attend pas que la semaine suivante, l'auteur ait le temps de regarder ses mails, etc. On peut faire les deux en même temps. On peut tester une modification tout en proposant, en remontant le problème au niveau des auteurs initiaux. Donc parfois, vous écrivez vous-même les patchs et si l'auteur ne réagit pas, et vous lui transférez, quoi. Et c'est exactement ça. Et de toute façon, on aime bien patcher si on y arrive et remonter le patch parce qu'on n'a pas envie de garder nos patchs dans nos paquets à nous pendant des années. Si on empile des dizaines de patchs, quand il y a une nouvelle version du logiciel, ça se trouve, le patch ne s'applique plus. Donc du coup, il faut refaire le travail. Donc c'est pour ça que c'est important de remonter les infos, y compris les patchs qu'on a pu proposer. Okay. Non, je me demandais dans quelle mesure il y a besoin d'avoir une stabilité et que les équipes de Debian existent dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui utilisent vraiment Debian derrière. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des entreprises qui mettent à disposition des ingénieurs quasiment full-time pour le maintenir des paquets ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est du coup par coup? Enfin, comment se passe la vie avec les entreprises qui, elles, commercent derrière? Alors, faudrait des heures pour répondre à ce genre de questions, mais effectivement, on a des cas très, très différents. On a par exemple Canonical, qui est derrière une partie de la maintenance d'Ubuntu, des ingénieurs qui sont payés, rémunérés par Canonical, qui vont assez souvent, de plus en plus maintenant, pousser leurs travaux directement dans Debian pour avoir juste une recopie à faire plutôt que faire de leur côté puis ensuite reboucler 2-3 fois. Donc on peut avoir des gens qui sont payés notamment sur la partie compilo, sur la partie libc, sur la partie langage de programmation, genre Python, etc., pour maintenir des trucs critiques vraiment du système, mais c'est plutôt la minorité. On se retrouve à avoir des équipes qui se renouvellent ou pas,
notamment si je prends l'exemple de LibreOffice. LibreOffice, c'est un monstre de Java avec plein de dépendances, plein de bibliothèques, etc. C'est principalement maintenu par une personne qui, pour l'instant, n'a pas arrêté de maintenir LibreOffice depuis que je la connais. Ça doit faire plus de 10 ans. Tant que cette personne est capable de faire le travail, c'est génial. Mais le jour où il y a un truc dans sa vie, ou un changement ou pas le temps, ou peu importe, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça justement qu'on prend le temps d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour dire c'est pas si compliqué que ça, pour justement essayer de susciter un petit peu un renouvellement, ou au moins étoffer un petit peu des équipes qui peuvent être vraiment très très critiques. Par exemple, moi, je m'occupe du Debian Installer, sur la partie vraiment faire en sorte que ça se passe bien, qu'on ressorte une version de temps en temps et détecter et corriger les bugs. Je suis tout seul depuis 2012. Avant, il y avait une personne qui était toute seule pendant 5 ans. Avant, il y avait une personne qui a été toute seule pendant quelques années aussi. Mais c'est pas forcément quelque chose de très glamour. Et surtout, tant que ça marche, personne ne se rend compte qu'il y a un problème de maintenance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des syndromes un petit peu où alors je sais plus, il y a des trucs philosophiques là-dessus, où on est à la fois le sauveur, mais on est aussi en train de s'auto-flageller, parce que tant qu'on se dit si je le fais pas, personne ne le fera, ben on sauve les meubles et puis on cache un petit peu la misère, on se rend pas compte qu'il y a effectivement un problème sous-jacent. Après, bien évidemment, pour revenir sur la partie vraiment financement, il y a des sociétés qui font du consulting, par exemple, sur PostgreSQL, etc. Elles ont tout intérêt à ce que le PostgreSQL de Debian soit fonctionnel au maximum. Et du coup, le taf qui est fait par leurs consultants pour leurs clients à eux permet aussi de contribuer au pot commun dans Debian. Puis après, ils vendent leur expertise particulière d'installation, de configuration, etc. Mais ils n'ont pas besoin de refaire le packaging à chaque fois dans leur coin. Ils contribuent une fois en centrale, et puis après, ils vont mettre les coups de tournevis en fonction des besoins spécifiques de leurs clients. Et c'est le cas pour plein d'autres projets. Est-ce que Debian, c'est aussi sexy que Arch, Gentoo et autres, et pourquoi les gens ne nous aiment pas, en fait? T'as une idée? Je ne sais pas si sexy est un qualificatif qui est vraiment pertinent pour une distribution. Donc j'ai une non-réponse, mais voilà. Il y a une question tout au fond. Je voulais savoir comment ça se passait au niveau des choix d'adoption, par exemple du système d'init qui a eu lieu il y a quelques temps sur le changement de version de Debian. Alors je sais plus, je crois que c'est sur Jessie que c'est arrivé. Comment ça se passe au niveau de l'organe décisionnel de Debian? Parce que c'est quand même des choix majeurs qui ont des conséquences sur beaucoup de choses. Surtout que systemd prend beaucoup de dépendances maintenant, que ce soit udev, etc. Du coup, comment ça se passe? Globalement, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce qu'on avait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en très gros, on a la population de barbus, j'ai toujours fait comme ça depuis les années 60, machin, gna gna gna, je ne vais pas changer. Et avec les problématiques ben oui, mais les systèmes sont de plus en plus dynamiques, il faut un système d'init un peu plus malin que les vieux trucs qu'on se trimballe depuis Unix, les SRV, machin, 5, 6, 7, etc. On avait besoin de changer. La question, c'est est-ce qu'il valait mieux partir sur systemd, sur Upstart ou autre chose? Et du coup, il y a eu une énorme guerre et énormément de lobbying, notamment côté Ubuntu, puisque eux développaient Upstart et ils n'avaient pas du tout envie de basculer sur autre chose. Le problème, c'est que si Debian faisait le choix de systemd, Upstart se retrouvait tout seul. Donc du coup, il y a eu des gens qui voulaient garder le truc initial, ne surtout pas proposer d'alternative, d'autres qui voulaient systemd, et d'autres allergiques aux auteurs de systemd, aux auteurs initiaux en plus, parce qu'entre-temps ils font autre chose, ou fans d'Ubuntu. Enfin, il y avait plein d'intérêts différents, beaucoup de peur, beaucoup de « j'ai toujours fait comme ça, je ne veux pas changer », et pas beaucoup d'arguments techniques. Le problème, c'est que dans le comité technique, on se retrouvait avec des gens qui travaillaient pour Ubuntu. Donc il y a eu une explosion de haine, de violence et compagnie, de gens qui n'étaient pas du tout contributeurs, mais nos listes sont publiques, tout le monde peut poster dessus. Et du coup, ça a été absolument dantesque. Et à la fin, le comité technique, même avec des gens de Canonical dedans, ils ont exposé pourquoi tel choix technique leur paraissait mieux dans tel système ou dans tel autre. À la fin, il y a eu un vote, et le vote, c'est systemd qui a gagné.
Donc c'est un des cas où justement on a eu besoin du comité technique pour trancher. Ils ont dû se baser sur des arguments techniques et pas des arguments de ce serait mieux que ce soit mon employeur qui gagne parce que sinon ça va nous générer plein de boulot. Mais en dehors de vraiment le brouhaha de gens pas contents qui voulaient pas changer, etc., on s'est retrouvé avec une décision technique donc, qui a pris énormément de temps. On s'est retrouvé très à la bourre dans le cycle de release. Donc ça, c'était vraiment la partie PAGLOP. Mais nos instances, avec le fonctionnement que je vous ai détaillé dans cette présentation, ont permis de faire un choix et de trancher. Mais effectivement, c'était un choix vraiment très compliqué à faire, avec énormément d'impact. Et on n'a pas tous les paquets qui ont été convertis sur du systemd. Donc heureusement, il y a une couche de compatibilité, etc. Mais c'est quelque chose qui est toujours en cours d'amélioration et de correction constante. Ouais. Et du coup, est-ce que ce rapport technique qui a été fait par Debian il est disponible? Parce que c'est assez intéressant aujourd'hui sur des problématiques, notamment sur les data centers, d'avoir des comparatifs sur OpenRC ou systemd. Donc... Oui, alors comme d'habitude, modèle de fonctionnement, modèle de développement ouvert, y compris pour les décisions du comité technique. Et en fait, c'est même... alors on va retrouver ça sur TechCTTE. Alors, ça doit être quelque part sur Debian.org. Je pourrais redonner l'adresse un petit peu plus tard. On retrouve en fait chacun des sujets qui ont été abordés, l'historique, etc. des résolutions. Et on a ça au pire de toute façon sur l'archive de la liste de diffusion où à nouveau les gens communiquent en public, où tout le monde peut intervenir. Donc on peut retrouver ça sans trop de difficultés. Ça a probablement dû être annoncé sur Debian Devel Announce, la décision avec des liens vers les threads de discussion. D'autres questions sans systemd ou avec systemd ou avec autre chose? On me fait signe là-haut que c'est fini, donc du coup on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup.